Micro, Jean-Christophe, vous vous installez comme vous le voulez. Jean-Christophe. Alors, si vous souhaitez poser des questions pendant l'intervention à Kevin ou Jean-Christophe, vous n'hésitez pas, je viens vous voir. Tout ça est interactif, n'hésitez pas, ce n'est sûrement pas uniquement que top-down. Jean-Christophe, la zapette à droite qui va te permettre de passer ta présentation. Jean-Christophe Erhardt, directeur régional de la Banque de France. Dis-nous comment, pourquoi et quand vous parlez à nos start-upers, Jean-Christophe. C'est à toi. Merci beaucoup Francis. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'être aujourd'hui avec vous. C'est un honneur aussi parce que la Banque de France souhaite être un acteur important et significatif aux côtés et pour les entreprises innovantes, start-up peut-être, on peut le dire comme ça. Je vais essayer de vous dire en quelques minutes, hein, on se donne une vingtaine de minutes peut-être de présentation pour être... Oui, surtout, hein, n'hésitez pas, alors on ne voit pas toujours très bien si vous levez la main, mais... Je viendrai vous voir si vous le souhaitez. Voilà, hein, donc pour poser le cas échéant les questions qui seraient importantes pour vous. Dans le diaporama qu'on pourra mettre à disposition, absolument, vous verrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Banque de France sans oser le demander, eh ben, ce sera dedans. Mais je vais plutôt articuler mon propos sur les éléments les plus importants. Le plus important, peut-être, c'est de rappeler à quoi sert, surtout en ce moment, à quoi sert une banque centrale. Et vous verrez que toutes les missions que nous avons en ce moment se rapprochent de près ou de loin à ce qui a été dit en introduction, c'est-à-dire comment peut évoluer la productivité et l'attractivité de notre site France par l'intermédiaire donc de la bonne santé des entreprises et donc de leur financement. Stratégie monétaire, la stratégie monétaire, en deux mots, donc vous voyez que je ne parle pas de politique monétaire, mais de stratégie monétaire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est en train d'essayer de couper court à cette inflation galopante sans casser la dynamique économique, et Dieu sait que c'est un peu difficile hein, pour ceux qui suivent l'actualité. Vous avez vu que les États-Unis ont été hyper réactifs à tel point que maintenant on se demande si ça n'a pas été peut-être un peu trop rapide et si justement les questions de financement ne vont pas avoir un impact important sur la croissance aux États-Unis. Donc stratégie monétaire, augmentation des taux. Ce qui est sûr, c'est que ça va augmenter. Ce qui est sûr, c'est que ça va augmenter de manière régulière, mais posée. Autrement dit, ça ne va pas être du 1,5-2% tout de suite. Ça va être du 0,25, puis du 0,25 d'ici la rentrée, de façon effectivement à essayer d'anticiper une asymptote de notre inflation. Jean-Christophe, pardon, tu nous annonces une maturité de la courbe des taux dans quelques trimestres? C'est-à-dire donc oui, contrairement à d'autres choix qu'ont fait des banques centrales, la BCE, elle, dit d'abord je lève le pied de l'accélérateur, donc plutôt mettre un peu moins de liquidité, mais pas encore en retirer. Ce n'est pas le moment dans notre pays, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques de surchauffe et les besoins sont encore évidents. J'y reviendrai dans un instant. Donc on lève le pied de l'accélérateur. On termine la série de, pour le faire simple, argent gratuit, taux d'intérêt négatif, taux d'intérêt réel négatif. Donc effectivement, cette pente va être mise en œuvre. Et pour répondre clairement à ta question, nous estimons que le taux neutre, c'est-à-dire le taux qui permettrait d'équilibrer les besoins d'investissement et les souhaits d'épargne, donc des uns et des autres, y compris nous, est entre 1 et 2. Donc vous voyez, hein, ça nous donne un peu de marge de manœuvre, mais ce n'est pas non plus du 3,5, du 4, du 5 de ce côté-là.
Deuxième grosse mission, la stabilité financière. Nous sommes garants à la fois de la solidité du système bancaire et financier, donc évidemment un contrôle des établissements de crédit, mais aussi, ça c'est peut-être un peu moins, garant de l'accessibilité, la sécurité, la fluidité des moyens de paiement. Et là, évidemment, ça nous amène aussi au moins directement dans le monde des entreprises innovantes, puisque la Banque centrale s'intéresse de très près aux nouvelles technologies, on appelle quelquefois fintech, mais pour être plus précis, à la fois des techniques de la blockchain qui pourraient effectivement avoir un impact très significatif sur les instruments de paiement de demain, et bien entendu, in fine, la monnaie numérique de Banque centrale sur laquelle nous travaillons et qui devrait déboucher d'ici 18 mois ou peut-être un petit peu plus. Donc on est vraiment très intéressé par ce que vous pourrez aussi nous dire dans l'évolution de cet écosystème. Et les deux piliers donc de stratégie monétaire, stabilité financière, se déclinent sur le terrain, tout simplement par les services à l'économie et à la société. Et donc, en gros, et pour faire simple, qu'est-ce que nous pouvons pour vous ? Nous pouvons, mais nous devons aussi partager avec vous le diagnostic conjoncturel, structurel que nous tirons de l'économie. Aujourd'hui, et en un mot, la résilience de notre économie est pas encore démentie. Pourquoi je dis pas encore ? C'est qu'il y a des facteurs et des points d'attention de plus en plus nombreux. Ce matin, vous avez peut-être entendu un certain nombre d'opérateurs ont sorti des statistiques sur les défaillances. Nous pensons, de ce point de vue-là, des défaillances d'entreprise, que nous sommes sur un effet rattrapage dans notre région, puisque c'est ce qui nous intéresse. Avant crise, pour la faire courte, avant crise, nous avons environ 5000, 5100 défaillances par an. Nous sommes descendus avec le quoi qu'il en coûte, pour faire vraiment simple, au plus bas, il y a grosso modo un an de ça, aux alentours de 3000 défaillances, et nous sommes remontés le mois dernier à 3600. Donc effectivement, on a une remontée de l'ordre de 15% en ce moment qui va sans doute s'accélérer de ce côté-là, mais j'attire l'attention sur le fait que 3500, on n'est pas encore au rythme, si j'ose dire, habituel de défaillance. Mais c'est quand même un point, un clignotant qui commence à s'allumer parce que les entreprises commencent à rembourser le PGE et de ce point de vue-là ont quelquefois un peu de moins de marge de manœuvre pour poursuivre leurs investissements. Donc, diagnostic conjoncturel, il doit être partagé. Information sur la dynamique du financement, j'y viens dans un instant pour vous donner deux, trois informations. Ce que l'on peut et qu'on doit aussi pour vous, c'est partager d'une manière globale les bonnes questions d'orthodoxie financière. Autrement dit, nous sommes opérateurs de l'État pour l'éducation économique et financière des publics, les plus larges, depuis les gamins à l'école, où on sait bien qu'on a peut-être quelquefois une problématique avec l'argent dans notre pays. Donc comment effectivement gérer un compte, comment apprendre à tenir un budget, puis plutôt l'aide auprès des publics en difficulté, par l'intermédiaire de formation des acteurs sociaux et des travailleurs sociaux, mais aussi ce qui nous conduit plus près de notre thématique du jour, beaucoup d'informations et de pédagogie auprès des étudiants et auprès des porteurs de projets. Et donc ça, on aura l'occasion d'en parler. Les moyens de paiement, j'en ai parlé, nous sommes vraiment garants et à la fois, je l'ai dit, de la sécurité, de la fluidité, de l'accessibilité, mais aussi du choix des consommateurs. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au parcours du consommateur. Pourquoi il préfère le liquide? Pourquoi demain il pense qu'il pourra payer en Bitcoin ou en stablecoin ou tout ce qu'on veut? C'est pas trop notre tasse de thé, vous l'avez compris, mais j'expliquerai tout à l'heure si on y revient pourquoi. Et jusque effectivement aux moyens les plus modernes de ce côté-là. Ce que l'on peut pour vous aussi, bien entendu,
entendu, c'est sans doute connu, c'est la médiation du crédit. L'établissement de crédit a dit non une fois, a dit non deux fois. Il y a, entre guillemets, un recours possible auprès du médiateur qui est le directeur départemental de la Banque de France. L'idée, c'est pas de tordre le bras à l'établissement de crédit, ça n'aurait aucun sens. La valeur ajoutée, c'est comment est-ce que la Banque de France peut apporter une deuxième lecture à l'établissement de crédit. Et donc, effectivement, vous allez être reçu dans ce cadre-là auprès de nos spécialistes à la Banque de France pour savoir quelles sont les possibilités donc, qui n'auraient peut-être pas été étudiées au préalable, et de façon à ce qu'on puisse proposer cette deuxième lecture à l'établissement de crédit. Pré-crise, nous avions un taux de succès à peu près d'1 sur 2, 50%. Maintenant, effectivement, avec le marché qui s'est un petit peu déréglé au cours des 18 derniers mois avec la montée en puissance très forte des PGE, on est plutôt effectivement à un taux de succès d'à peu près un tiers pour faire simple. Et bien sûr, l'accompagnement, j'y reviens dans un instant. Alors pourquoi la Banque de France s'intéresse à ces entreprises innovantes? Vous le voyez peut-être, ou je ne sais pas si moyennement. On voit bien là. On voit bien. Commente-nous cela. Oui, oui, je vais vous le commenter. En gros, ce qui nous intéresse évidemment en premier chef, c'est quelle est l'évolution donc de l'effort d'investissement des entreprises qu'on mesure traditionnellement par rapport à la valeur ajoutée. Le schéma que vous voyez là, c'est un schéma qui compare les différents pays en zone euro. Nous sommes en jaune. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que nous avons pris 5 points donc de valeur ajoutée en l'espace d'une décennie. Donc, a priori, plutôt quelque chose de positif. Et la courbe jaune que vous voyez est plutôt bien positionnée par rapport à l'ensemble de la zone euro. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, un double constat pour autant de bémol. Le premier, c'est la situation. Alors, oui, non, ça ne sert à rien que je le mette par là. Le premier constat, c'est la courbe la plus foncée en bas, c'est le taux d'effort des PME, qui est incommensurablement moins élevé que celui des ETI et des grandes entreprises. Comment est-ce que l'on peut améliorer ce taux-là? Et surtout que celui-ci, contrairement aux autres, il stagne. Et deuxièmement, nous avons une problématique qui est celle de la nature de l'investissement. La nature de l'investissement dans notre pays est beaucoup tournée vers l'immobilier d'entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, là aussi dans notre région, si on regarde la statistique sur les 10 dernières années, le taux de croissance moyen donc des crédits réalisés par les établissements de crédit pour l'équipement hors immobilier, grosso modo plus 3%. Sur l'immobilier d'entreprise, y compris les SCI adossés donc à ces entreprises, plus 6%. Donc on voit qu'on aimerait quand même aussi qu'il y ait un rééquilibrage progressif qui se fait. Aujourd'hui, la dernière statistique, augmentation des taux d'équipement, des encours d'équipement dans notre région, plus 0,5, l'immobilier toujours 6. Je dis ça, j'ai rien dit, mais voilà. Donc, ce qui fait que on s'interroge sur la nature de l'investissement dans notre pays et donc évidemment aux entreprises innovantes. Second volet évidemment pour lesquels on s'intéresse aux entreprises innovantes. Là aussi, peut-être pas très lisible, je vais le commenter en 2 mots. C'est quel est le poids de la R&D dans notre PIB. Grosso modo, dans la moyenne mondiale, aux alentours de 2,6 du PIB. Nous sommes à 2,3, pas trop mal positionnés. C'est la courbe du bas pour ce qui concerne la R&D dans les entreprises. Mais plutôt, vous le voyez en rouge, stagnant, c'est-à-dire qu'on ne progresse plus et on perd l'avance relative que nous avions. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est que les États-Unis, durablement, sont aux alentours de 3,5, 3,6 du PIB, et donc ce qui explique au moins en partie une économie à la fois plus agile et plus numérique que nous appellerions de nos voeux.
Alors je vais passer quand même très rapidement parce que vous le connaissez, vous les connaissez hein, comme nous, hein, la dynamique donc des levées de fonds. Elle a été exceptionnellement bonne en 2021, vous le voyez, mais il faut simplement observer la courbe en jaune que en nombre d'opérations et de levées de fonds, on est toujours aux alentours de 900, 950, quelquefois 1000. C'est simplement les montants moyens qui changent. Et l'année dernière, plutôt des montants moyens de 6 millions contre 12-13 millions l'année précédente. Jean-Christophe, oui. pardon, je t'interromps, mais un ticket moyen qui double, c'était pas neutre quand même. Oui. Comment on analyse ça? S'il y a un effet rattrapage post-Covid, sûrement, mais comment on peut analyser ça rapidement? C'est, à notre sens, une problématique de taille moyenne de nos PME innovantes. C'est-à-dire que quand on le compare au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, vous le voyez enfin, vous le voyez ou pas bien, si c'est écrit assez grand, j'aurais dû faire attention. Donc le ticket moyen au Royaume-Uni et en Allemagne est beaucoup plus significatif que le nôtre. Donc effectivement, on rattrape un petit peu quelque part. Voilà. Alors, en nombre, effectivement, comme on était relativement mal positionné ou insuffisamment positionné, on a rattrapé sur 2021, mais sur 2022, on est redescendu au montant, c'est le dernier bâtonnet sur la droite, hein, où vous voyez que effectivement la remontée sur le premier semestre ne s'est pas poursuivie en dehors du premier trimestre. On a une problématique de taille d'entreprise moyenne. Pour vous donner un ordre d'idée, d'ailleurs, en règle générale, nous avons plutôt un poids relatif du financement de une bonne dizaine de pourcents donc, de notre région, hein, dans le poids des financements. Le poids de nos startups est un petit peu inférieur à ce moment-là, puisque effectivement, nous, on en recense grosso modo celles que l'on suit, hein, c'est-à-dire celles qui ont un chiffre d'affaires significatif économiquement, entre guillemets, donc de plus de 750 000 euros, on en a grosso modo 200, donc ce qui est encore pas suffisant à notre sens. Et je termine simplement en disant que la dynamique du financement, comme vous le voyez, les bâtonnets rouges, ce sont les crédits d'équipement. Donc sur les 4 ou 5 dernières années, effectivement, le flux, la production nouvelle est relativement stable, hein, aux alentours de 40 milliards. La partie bleue sur l'avant-dernier bâtonnet que vous voyez, ce sont les concours bancaires courants, donc ce sont les PGE. Je voulais vous les montrer simplement parce qu'effectivement, on voit bien que dès 2021, on a commencé à avoir une stratégie de désendettement et de remboursement de ces crédits à court terme. On ne la voit pas bien, mais il y a une courbe bleue que vous voyez et qui montre, qui est simplement celle relative aux dettes qui ont été négociées sur les marchés. Et là aussi, on voit que ça suit grosso modo les financements bancaires. Message que je voulais simplement faire passer, c'est que l'intermédiation en France continue quand même, de ce point de vue-là, l'intermédiation bancaire, d'être très importante. Je passe rapidement sur la situation financière telle que nous la voyons, hein, donc de ces entreprises innovantes. Celui-ci est peut-être, ce schéma est peut-être plus parlant. Au milieu, ça ne vous étonnera pas pour un banquier central, on regarde prioritairement quel est le poids des fonds propres sur l'ensemble des engagements. Et dans nos startups, au niveau national, on est à 27%. La moyenne, tout confondu, de l'économie française, c'est 41%. Donc on voit qu'effectivement, on a un modèle un petit peu différencié, qui est effectivement plutôt un peu moins de fonds propres, une dette bancaire
par rapport aux fonds propres, donc un taux d'endettement, vous le voyez, de l'ordre de 38%, qui est équivalent à celui d'entreprises plus mûres, hein, puisqu'on est à 39% en France, et en revanche, évidemment, une trésorerie qui doit permettre effectivement de poursuivre les investissements. Pour 2021, on voit que les ratios sont plutôt favorables, hein, favorablement orientés, à l'exception donc de l'augmentation des fonds propres qui reste relativement insuffisante. Alors, fort de ce diagnostic, hein, où on voit grosso modo ce qu'on reprocherait encore un petit peu, entre guillemets, hein, sur le plan d'orthodoxie financière, c'est finalement une mise de fonds initiale donc des fonds propres pour avoir la pleine capacité d'investissement, encore un peu insuffisante, notamment quand on le regarde par rapport à la zone euro et aux États-Unis. Que fait la Banque de France ? La Banque de France donc, va coter les entreprises, y compris les startups, dès lors qu'elles passent un premier cap sur leur vie commerciale. Autrement dit, quand elles ont commencé à avoir un chiffre d'affaires, hein, je le citais tout à l'heure, de 750 000 euros, donc là, il va y avoir une analyse du risque par rapport aux établissements de crédit, par rapport aux autres actionnaires, etc., donc qui va être fait de ce point de vue-là. Autrement dit, c'est juste pour vous dire que nous n'allons pas forcément avoir des contacts avec les startups en phase de démarrage, d'amorçage, aux fins de cotation. On aura ces contacts aux fins de les préparer demain à cette cotation. En gros, quelles sont nos sources d'information ? Alors, pour le faire simple, hein, on en discutait avec Lisbeth Savorniano, donc, qui est au premier rang et qui est correspondant start-up basé à la succursale de Nice. On disait la cotation n'est pas une option. C'est intéressant que vous sachiez que dès lors que le chiffre d'affaires va passer au-delà de 750 000 euros, automatiquement, la Direction générale des finances publiques va verser les éléments donc, de votre bilan, de votre compte de résultat dans les bases de la Banque de France, et la Banque de France va être amenée à vous coter. Ça, c'est intéressant. Pardonnez-moi. Donc, le cut, Jean-Christophe, c'est dès lors qu'on a un bilan qui affiche 750 000 euros, on est coté obligatoirement. Voilà, tout à fait. Et c'est une information importante que chacun doit savoir. Hein. Oui. Mais ultra rapidement, pourquoi ? Le premier, c'est que la cotation va servir de support à nos opérations de politique monétaire. Dès lors que vous avez, pour faire simple, une bonne cotation, l'établissement de crédit sait qu'il va pouvoir se refinancer auprès de la Banque centrale. Vous avez tous entendu parler de 2800 milliards d'euros qui ont été distribués. Ils n'ont pas été distribués comme ça, comme on aurait dit, hein, comme un cabri. Donc, on a regardé quelles pouvaient être les contreparties. Et en France, effectivement, une des contreparties intéressantes, hein, qui est de l'ordre de 400 milliards d'euros, c'est le refinancement des établissements de crédit. Donc, on sert de ces cotations pour ça. Deuxièmement, évidemment, vous vous souvenez, j'indiquais que la Banque de France est responsable et garantit la solvabilité et la liquidité des établissements de crédit. À partir du moment où on a l'ensemble des cotations, on va radiographier, j'y arrive, le bilan des établissements de crédit en fonction donc des crédits qu'ils ont faits, en fonction de la cotation. Et on regarde effectivement s'il y a des problématiques de provisionnement ou pas. Donc, les entreprises, effectivement, nous communiquent leurs documents comptables, mais de toute manière, nous les avons. Nous avons des éléments d'information en provenance, bien sûr, des greffes des tribunaux, sur les choses positives, hein, lorsque vous créez une entreprise, etc., mais aussi sur les difficultés liées au jugement. Et ensuite, les établissements de crédit, c'est important que vous le sachiez, donc, vont nous déclarer trois types d'informations sur l'entreprise. Le premier, les concours bancaires. Que vous avez dès lors que ça dépasse 25 000 euros. Donc, il y a une déclaration. La Banque de France va centraliser ces informations et le diffuser aux autres établissements de crédit. Autrement dit, lorsque vous êtes multibancarisé, chaque établissement connaît
bien sûr ce qu'il a fait comme crédit, et il connaît l'ensemble donc des crédits mois par mois. Les incidents de paiement, évidemment, hein, s'il y a un incident, c'est diffusé également, hein, de façon à ce que chacun ait la bonne information dans le système bancaire. Et troisièmement, vont nous déclarer les défauts bancaires. Autrement dit, dès lors que vous restructurez un crédit, y compris un PGE, il va y avoir une déclaration de la part des établissements de crédit qui fait que la Banque de France va être informée. Et là, peut-être juste un message, c'est que le défaut bancaire ne veut pas forcément dire que vous avez une cotation hyper défavorable. Hein. Dans notre jargon, le 6, hein, certains sont peut-être coutumiers, enfin en tout cas, j'espère pas pour nos entreprises, mais en tout cas connaissent que ça existe. C'est simplement que le message qu'on fait passer, c'est que dès lors qu'il y a un défaut bancaire, la cotation la meilleure à laquelle puisse bénéficier l'entreprise, c'est bien celle qui est juste en dessous de la cote éligible, c'est-à-dire donc une cotation moyenne. Mais ça ne veut pas forcément dire donc une cotation complètement mauvaise et qui vous écarte de fait des possibilités de financement. On a également donc les assureurs crédits à l'initiative donc de la crise de 2008, hein, où vous vous souvenez, il y avait eu quand même une crise de l'assurance crédit donc durant la crise, qui aujourd'hui a accès à un certain nombre d'informations de notre fichier bancaire et en contrepartie nous donne des éléments d'information sur les impayés qu'il peut y avoir, le cas échéant les sinistres de ce côté-là. Le message principal que je voudrais juste passer avec vous, c'est que la manière dont nous cotons les entreprises est relativement classique par rapport aux analyses financières que vous pouvez voir à droite, à gauche. C'est ce que j'appelle, vous me pardonnerez l'expression, quelquefois la boîte noire. C'est-à-dire on y met tous les ingrédients, hein, ce que vont nous donner les différents partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Et puis effectivement, on secoue ça et ça vous sort une première cotation. Et quand je dis on secoue tout ça, quand même, vous le voyez, hein, donc on va avoir quelques dada dans notre analyse financière. Bien entendu, c'est la capacité que l'entreprise a à être bénéficiaire à l'issue donc de son processus normal d'exploitation, qui lui permet ou pas d'être autonome financièrement. Autrement dit, est-ce que la capacité d'autofinancement est en regard avec les besoins normatifs de l'entreprise, ses besoins d'investissement, de croissance, etc. Et ensuite, évidemment, là où vous attendez plus un banquier central, c'est qu'on va regarder à fond quels sont les éléments de structure de financement, la solvabilité, la liquidité. Et la liquidité, il faut vraiment, et j'insiste, pouvoir nous assurer, lorsque vous communiquez avec la Banque de France, que vous n'allez pas vous retrouver devant un mur de dette liquide à l'horizon de 12 ou 18 mois, puisque ça écarte automatiquement d'une cotation à peu près satisfaisante. En deux mots, on voulait partager avec vous le fait que on a bien conscience du modèle tout spécifique donc des entreprises innovantes, disons des startups. En gros, et pour faire simple, vous le voyez bien, hein, le modèle de croissance, nous semble-t-il, est plutôt celui du cash burn versus l'equities. Hein. On regarde effectivement quelle est la possibilité donc d'acheter du temps pour investir et donc comment l'entreprise évite de se retrouver devant ce fameux mur de liquidité. Totalement inverse quand même à un modèle plutôt lié à une rentabilité récurrente dans nos entreprises industrielles ou commerciales classiques, où là, effectivement, on va plutôt regarder la série des cash flows et la manière dont ça se traduit par du financement propre ou des dettes. Donc, effectivement, on a vraiment en fonction du cycle de vie des entreprises et notamment de ces entreprises innovantes, on va aller calquer notre analyse financière sur cette courbe-là. Grosso modo, tout ce qui se passe depuis l'idéation, la création, le démarrage d'une entreprise, vous allez avoir une cotation en principe neutre.
Dans notre jargon, ça s'appelle X0, mais peut-être ou certains le savent déjà, c'est-à-dire qu'on donne comme information à l'établissement de crédit qu'il n'y a pas d'éléments opposables au tiers négatifs sur votre entreprise, mais qu'elle est encore trop petite pour que la Banque de France qualifie le risque au titre de la politique monétaire et de la stabilité financière. En revanche, s'il y avait eu un incident, on le saurait. Yes. Alors X0 veut dire que ce n'est pas encore totalement coté, mais qu'il n'y a pas d'incident. C'est important ça pour vous tous, vous qui démarrez, pardon Jean-Christophe, Oui. vous démarrez votre carrière d'entrepreneur bien souvent, votre cotation va vous suivre tout au long de votre vie d'entrepreneur. Bien souvent, on ne la connaît pas, sa cotation. C'est un sujet où il faut être proactif. Lisbeth est à votre disposition sur le territoire. C'est hyper important pour nous que la Banque de France vous parle. Parce que jusqu'à ce que vous n'ayez aucune entreprise, vous aurez une cotation bancaire. Encore trop souvent, la première fois que vous avez un contact avec la Banque de France, c'est pour une mauvaise nouvelle. Qui, malheureusement, dans votre entourage, la première fois qu'il a entendu parler de la Banque de France, pas de bol, c'est parce qu'on lui a écrit en disant « Nous avons relevé que votre banquier vous a rejeté telle échéance, en vertu de quoi vous êtes déclassé et donc vous avez une cotation pas favorable. » Ce qu'on souhaite, c'est vraiment, par l'intermédiaire effectivement des différents réseaux, que vous puissiez effectivement venir à nous. J'indiquerai dans un instant rapide, parce que j'ai peut-être on va encore 2 minutes. Ensuite passer avec Lynn, s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà. Ce que l'on va, les spécificités simplement, évidemment, vous l'aurez bien compris, de notre analyse, mais vous verrez le détail donc dans le diaporama, c'est quoi ? C'est on va aller regarder comment l'entreprise, par l'intermédiaire de son business plan, peut nous vendre, entre guillemets, une histoire crédible. Il est très important, effectivement, de ce côté-là, de pouvoir nous rencontrer. À tel point, je le dis de manière comme je le pense, c'est qu'il ne peut pas y avoir de cotation éligible aux opérations de refinancement pour les entreprises innovantes récentes, qui ont 2, 3, 4 ans et qui ont atteint nos seuils, sans un rendez-vous préalable avec la Banque de France. Il faut qu'on s'assure effectivement que cette trajectoire est positive de ce côté-là. Alors vous verrez, on a un certain nombre de dada qui sont notamment liés à l'importance de la trésorerie et la manière donc effectivement elle va se détruire progressivement jusqu'au relais pris par la rentabilité. On a vraiment, et je voudrais, et c'est la dernière fois que j'insiste quand même, mais vraiment vous dire, ce qui nous intéresse, ça va être quels sont les éléments de gouvernance, qui est le leader, qui est le vrai patron dans l'entreprise et qui détient le pouvoir capitalistique avant la dilution, après la dilution, etc. Ça, c'est un premier point. Quel est le réel positionnement de l'entreprise ? Démontrez-nous que le cas d'usage sur lesquels vous travaillez est vraiment quelque chose qui va générer une rentabilité. Ensuite, bien entendu, la question de la transparence, comme je l'ai dit. Le pire qui puisse vraiment vous arriver, désolé de le dire de manière aussi crûment, c'est de dire « moi je ne veux pas voir la Banque de France », boîte noire, point barre. Et le fait de venir nous voir ne peut qu'améliorer. Alors ce n'est pas 100% sûr, si... désolé de le dire comme ça, mais si le dirigeant, ce qui arrive quelquefois malheureusement, est sec au bout de la deuxième question, on va se dire, bon, on va laisser la boîte noire juger. Si, en revanche, effectivement, et comme c'est la majeure partie des cas, il est très enthousiaste, il essaye de nous démontrer que son business est tout à fait valable, pourquoi pas, effectivement, si on a des choses comme ça. Dernier point, vraiment, donc, nous pensons que, comme tout créateur et porteur de projet, il faut être accompagné. On a des associations, des clusters, des accélérateurs, etc. Ici y compris. Donc, vraiment, il faut être accompagné. Rencontrer BPI aussi, qui est un acteur vraiment très important et qui permet aussi, une fois que vous êtes labellisé de ce côté-là, d'avoir auprès de la Banque de France aussi plutôt une
une opinion a priori plutôt favorable. Travailler la question des fonds propres en amont, hein, c'est-à-dire la chasse aux subventions, ok, peut-être, mais aussi ayez, hein, l'entreprise et plus encore la start-up à 1 euro, on fait partie de ceux qui croient très moyennement, et d'ailleurs dans la cotation ça se ressentirait. Et bien entendu, j'ai indiqué tout ce qui concernait le business plan crédible, cohérent, argumenté, et bien entendu, ne fiez pas à votre cotation. Voilà, je ne veux pas être plus long à ce stade. Merci. Merci Jean-Christophe, merci pour ce point à date. On peut t'applaudir. Merci beaucoup. Tu vas rester avec nous, évidemment. Merci d'avoir présenté ce que fait la Banque de France pour nous. Je retiens que Lisbeth est à votre disposition. Il faut aller voir la Banque de France. N'ayez pas peur, comme disait l'autre. C'est un jalon normal dans la vie de l'entrepreneur. Kevin Polizzi, merci d'être à nos côtés, Kevin, ce matin. Je le rappelle rapidement, mais vous le présenterez aussi. Vous avez créé il y a 20 ans Jaguar Network, qui est filiale d'Iliad aujourd'hui. En 2014, vous créiez le groupe Unitel, que vous allez nous présenter. Et puis, dans votre actualité, vous venez de clôturer une opération importante sur la région, puisque vous êtes désormais l'actionnaire de The Camp. The Camp, c'est un joyau, un outil extraordinaire qui est sur Aix-en-Provence, dont on va sans doute parler. Kevin Polizzi, quelques mots sur le parcours et ensuite sur Unitel. Et je vous demanderai votre avis sur, au-delà du financement classique qu'on vient de voir, votre avis sur les financements plus innovants en matière d'innovation sur nos startups et notamment la crypto-monnaie, parce qu'on a un rendez-vous tous les deux. Il y a 3 ans que vous m'avez fait une promesse, 3 ans après, je voudrais savoir si elle est tenue. Kevin Polizzi. Bonjour à toutes et tous. C'est important de fréquenter les gens qui ont de la mémoire. Ouais. Du coup, ça permet de tenir ses promesses. Un grand merci pour votre présentation qui nous ramène quelque part aux fondamentaux. La cotation Banque de France, c'est ce qui nous permet d'évoluer dans l'écosystème bancaire. Et jusqu'à preuve du contraire, malgré tous les ICO et toutes les levées de fonds en crypto, en token et en tout ce qu'on veut, à la fin du mois, il faut payer l'URSSAF en euros. Et pour ça, les fondamentaux sont importants et j'y reviendrai. Le groupe Unitel, très rapidement. Donc, Unitel, c'est une holding de participation qu'on a créée en 2014 pour laquelle on utilise effectivement les capitaux, les fonds propres qu'on génère dans nos différentes entreprises pour investir essentiellement sur la région Méditerranée, donc qui démarre entre guillemets de Perpignan jusqu'à l'Italie, concentré sur des sociétés qui sont des sociétés technologiques, mais pas que, puisqu'on s'occupe de digitaliser, de mettre à la disposition. On a par exemple un restaurant dans le groupe Unitel, les outils de la digitalisation. Et le Covid nous l'a montré récemment, un restaurant digitalisé, il reste ouvert, il continue à faire du chiffre d'affaires et surperforme ses voisins. Et donc du coup, la cotation Banque de France s'en retrouve absolument bonifiée. Ce groupe Unitel, il préserve évidemment les savoir-faire en France. C'est l'un des gros intérêts qui a été notamment notre dernier combat avec le rachat de l'intégralité de The Camp il y a maintenant quelques jours à peine. C'était le 1er juillet. Avec une compétition où d'un côté on retrouve l'université de Singapour qui voulait envoyer ses cadres en MBA visiter la Provence, je pense, et découvrir l'Europe. Et puis de l'autre côté, Stanford et de grandes universités américaines qui voulaient faire une base avancée en Europe. Et donc je pense que la fierté de notre territoire, c'est d'avoir formé des entrepreneurs au sens large et de leur permettre d'investir et de continuer à investir sur le territoire au développement des entreprises. Ce que je trouve très intéressant, c'est la période qui vient de se clôturer. Alors, il y a encore quelques malades du Covid tous les jours, évidemment. On a tous des copains au fond du lit qui ne vont pas très bien. Mais au-delà de ça, on vient de finaliser une première partie qui, finalement, si moi je traduis le Covid, c'est l'acceptation de la digitalisation. C'est l'acceptation qu'on peut travailler de chez soi, qu'on peut travailler différemment. L'acceptation qu'il nous faut des outils aussi pour travailler, passer au paperless, monter des visios intelligentes. Je dois vous avouer que de temps en temps, il y en avait quand même un petit peu trop pour chacun d'entre nous. Et globalement, apprendre à se servir de couper le micro. Parce que même 2 ans après, des fois, on a un petit problème de micro, mais c'est comme ça. Blague à part, on a tous fait des visios, on a tous beaucoup travaillé. On en ressort un petit peu fatigué. Et là, patatras, on se retrouve avec une crise de l'inflation. Cette crise de l'inflation, je la trouve très intéressante. Là où le Covid nous a permis d'appréhender la digitalisation, peut-être avec 5 ou 7 ans d'avance sur l'histoire naturelle. Vous savez que les choses dans l'humanité ont beaucoup de mal à changer. Et donc cette évolution,
nous a permis de maîtriser ces outils immédiatement. L'inflation, ça doit nous permettre de prendre à pleine main l'innovation. L'inflation, c'est l'acceptation de l'innovation. Quand on construit avec une inflation à 7, on a encore des marges de manœuvre qui sont gigantesques sur lesquelles, par exemple, dans notre filiale immobilier, Unitel Smart Building, USB, on arrive à construire à moins 30. Donc quand la compétition est à plus 7, nous, on se retrouve à moins 23. Et c'est là, vraiment, que tout le mot de l'innovation, tout le mot de la start-up, tout cet esprit qui nous permet d'avancer, change les choses. Alors, c'est pas facile, cette crise de l'inflation. Vous savez que je suis d'habitude ultra positif. Là, je suis un petit peu plus prudent. Un, parce que vous avez de la mémoire et que vous allez me parler de ça dans 2 ou 3 ans. Mais 2, parce que malheureusement, on arrive dans un moment de l'histoire où la politique, cet élastique politique, nous ramène à la réalité écologique. Nous allons devoir renouveler la quasi-intégralité du capital. Alors, comment on fait du CAPEX? Comment on fait de l'investissement? Alors que de l'autre côté, on a une raréfaction des matériaux et on a une inflation galopante. C'est un peu la quadrature du cercle qu'on doit résoudre en termes de financement des entreprises. Nous étions aux rencontres économiques d'Aix encore ce week-end à écouter Bruno Le Maire qui appelait assez simplement les entreprises à augmenter les salaires. Mais augmenter les salaires, c'est aussi augmenter les cotisations patronales, c'est aussi augmenter les charges sociales, c'est aussi augmenter potentiellement une incapacité d'investir, de nous renouveler le capital de l'entreprise. Et les courbes que vous montriez tout à l'heure sont quand même un petit peu inquiétantes. Je sais que le Français aime bien l'immobilier, mais l'immobilier, c'est quand même un placement de très très long terme. Et pour être garant de payer son crédit immobilier à 15 ou 20 ans, il faut quand même qu'on investisse dans l'outil de production massivement avec une maturité qui est plutôt de 3 à 7 ans. Voilà. Alors, le secteur bancaire doit bouger. On ne peut pas d'un côté tout repeindre en vert et de l'autre côté être incapable de financer du matériel d'occasion. C'est le cas chez les crédits bailleurs en ce moment. Ils sont incapables de prendre dans les mains un matériel d'occasion. Une machine-outil industrielle, une machine qui sert à tresser les câbles, sa durée de vie, c'est de l'ordre de 30 à 50 ans. C'est des appareils mécaniques dans lesquels les pièces sont en ferraille, elles sont très difficiles, très lourdes, très compliquées à bouger. On est sur des presses hydrauliques, on est sur des appareils qui fabriquent l'agroalimentaire. Ça a une durée de vie très très longue. Et donc, ce qui est important, c'est de regarder comment on finance à long terme ce dont l'usage est à long terme, peut-être même en modifiant les règles d'amortissement, peut-être même en disant sur telle machine-outil, on accepte un amortissement à 15 ans, parce qu'elle a une durée de vie qui est quasiment considérable à de l'immobilier. Un bloc de ferraille va difficilement vivre moins de 10 à 15 ans. Je prends l'exemple dans notre métier des baies informatiques. Une baie informatique, c'est assimilé à de l'immobilier, ça s'immobilise sur 10 ans. Je crois qu'on a des baies informatiques qui ont bien 20 ans, hein. Et puis il y en a qui vont durer probablement plus de 30 ans. Donc on a tous un gros mouvement à faire. Emmanuel Faber a rejoint l'IFRS. Vous savez, l'ancien patron de Danone qui prêchait contre vents et marées pour une économie responsable, qui s'est fait remercier par ses actionnaires assez vite, malheureusement, et qui aujourd'hui est à la tête de l'IFRS. Qu'est-ce qui va intégrer Faber dans l'IFRS? C'est l'écologie. C'est la capacité à comptabiliser l'immatériel et à finalement donner des bons points sur les crédits carbone. Qu'est-ce qu'on voit depuis 12 mois? Depuis 12 mois, on voit que les banquiers font des efforts. On vous propose des taux, on vous propose des couvertures de taux qui sont améliorées si ce que vous construisez en termes d'immobilier a une certaine responsabilité écologique. Donc si vous avez des labellisations, vous avez le droit à un bénéfice d'amortisseur de taux qui fait qu'à la fin, en général, on neutralise le prix des badges. Donc lorsque vous donnez par exemple 50 000 € pour faire certifier un bâtiment, à la fin de la fin, si vous vous débrouillez bien, vous avez toutes vos certifications qui sont payées par le bénéfice de taux accordé par le système financier. Et ça, c'est vraiment un premier mouvement, puisqu'avant, vous payez une certification et puis on vous disait toujours, mais ça se valorise à la revente. Et puis comme vous ne revendez jamais, vous ne le valorisez jamais. Le deuxième point, c'est la modification, je pense, structurelle de l'investissement et des fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, ça demandait 15 à 20% de TRI relativement naturellement, j'ai envie de dire.
Et donc, lorsque vous voyez un certain nombre de routes où les fonds d'investissement sont, il n'est pas étranger que d'avoir une demande de TRI très élevée. Alors, lorsque l'activité le permet, je pense qu'il n'y a absolument aucun mal, voire même ça challenge le chef d'entreprise et ça lui permet d'accélérer. Aujourd'hui, la même chose. On va devoir intégrer dans les fonds d'investissement une quote-part potentiellement pour l'écologie. Qu'est-ce qu'on rend à la nature quand on pollue? Comment on est taxé sur la partie finalement du système qu'on déséquilibre? Comment on rend à l'actionnaire? Et comment finalement on rend aux salariés? Parce que sans salariés, il n'y a pas d'aventure. Or, les salariés qui font face à l'inflation, ils ont besoin de cash à la fin du mois. Les BSPCE, les outils de challenging, les AGA, etc., sont des outils qui sont intéressants, mais sont des outils de long terme. Or, aujourd'hui, une majorité des gens doivent conjuguer la fin du mois avec le long terme. Et donc, nous, on dit toujours, dans la façon dont on manage le groupe, qu'il y a des urgences immédiates, c'est le must-have. Il y a des urgences intermédiaires, qui sont le nice-to-have, et puis après, il y a des opportunités. Et donc, dans ce must, c'est vraiment la façon dont on va trouver un moyen de dégager du profit, trouver un moyen aussi d'aider le gouvernement en lui faisant des propositions à nous proposer des formes d'amortisseurs. Emmanuel Macron a débouclé la prime Macron à 6 000 €, mais immédiatement, il nous met 20% de charges sociales sur ce déboucage à 6 000 €. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais dans ma tête assez simple, c'est 6 000 € en incluant les 20% de charges sociales. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour nos start-upers, pour nos entreprises de se financer responsablement. C'est l'intégration des critères de RSE et de la labellisation. Et je pense que cette labellisation, elle aura un sens dans votre cotation dans les années qui arrivent, parce que c'est un enjeu pour la planète dont on doit tous se saisir. Je pense qu'il y a un deuxième sujet qui est quand même comment on donne des espèces sonnantes et trébuchantes aux salariés à la fin du mois, parce que s'il reçoit une proposition améliorée dans l'entreprise d'en face, il part 1 avec le projet, 2 avec les savoir-faire, 3 avec l'opportunité qu'on n'aura plus la capacité de saisir. Et donc il y a un danger manifeste à trouver le bon moyen de fidéliser ses collaborateurs en conjuguant le court terme et le moyen terme. Et enfin, cette capacité à travailler un petit peu plus, je dirais, ensemble. C'est vraiment l'objet de The Camp. Pourquoi aujourd'hui Unitel va racheter The Camp? On est allé racheter The Camp, qui est un dossier compliqué, dans lequel il y a de la dette, dans lequel il y a tout un tas de choses. The Camp, c'est plus connu parce que c'est compliqué que parce que c'est génial. Donc c'est à nous de faire changer ça quand même. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une courroie de transmission, on a besoin d'un endroit qui va nous permettre de lier les perspectives et les destins de tout le monde. Parce que ce que je viens de vous raconter, c'est 20 ans de vie jour et nuit et de gamelle aussi, parce que tout n'a pas bien marché. Mais à l'inverse, c'est une valeur ajoutée et un temps comprimé qui est absolument incroyable. Vous avez besoin d'un avocat, allez voir celui-là. Vous avez besoin d'un fonds, allez voir celui-là. Vous avez besoin d'un commissaire aux comptes, allez voir celui-là. Vous avez besoin d'un mandataire, allez voir celui-là. On a cette expérience aujourd'hui dans le groupe Unitel. Ça permet d'avoir des entreprises et des filiales dont nous sommes actionnaires à 100% pour certaines, mais nous avons des entreprises dont nous sommes actionnaires à moins de 1%. Parce qu'on veut participer. Et parce qu'aujourd'hui, être capable d'hybrider les savoirs, c'est quelque chose qui va être essentiel. Et à ce titre, vous êtes tous bienvenus à The Camp. Historiquement, The Camp avait un positionnement SBF 120 assez haut de gamme, assez on invente le futur. Je crois qu'on est passé maintenant à l'intégralité des numéros de SIRET avec une réalisation du présent. Merci Kevin. Je retiens dans votre intervention que l'inflation, c'est l'acceptation de l'innovation. On va garder cette punchline, mais tout ce que vous avez dit aussi autour est très intéressant. Maintenant, j'en reviens à votre promesse il y a 3 ans. J'avais cru pouvoir m'en échapper, non. Mais je n'ai pas réussi. Il y a 3 ans, on parlait d'ICO, de levée en crypto, c'était la grande tendance, ça s'est sensiblement calmé. Et vous me disiez, Kevin, il y a 3 ans, moi j'y crois pas du tout, je ne vais pas le dire, le mot que vous m'aviez dit, mais il ne faut pas le dire, mais j'y crois pas. 3 ans après, on parle beaucoup de crypto, de ces up and down, de ces cotations. Allez, votre avis sur ce qui s'est passé, il me semble que vous n'avez pas tout à fait tort il y a 3 ans. Alors, on a toujours raison à un moment de l'histoire, surtout quand ça ne se passe pas bien. Donc, je suis désolé de ce que j'ai dit il y a 3 ans, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la blockchain est une technologie absolument indispensable. C'est une technologie de traçabilité, c'est une technologie d'eurodatage et c'est une technologie de confiance.
Donc on a toujours dit et on l'a toujours exprimé ainsi, la blockchain est un outil incroyable et il faut intégrer la blockchain le plus possible pour des raisons de traçabilité. Un jour, j'ai entendu une question dans un forum financier où une dame levait la main en demandant à son voisin s'il était possible de planquer son argent à l'étranger grâce au Bitcoin. Et donc on rappelle immédiatement, je rappelle vraiment immédiatement que chaque Bitcoin qui est émis, qui est miné, il est connecté à quelqu'un. Donc si vous voulez planquer de l'argent à l'étranger avec le Bitcoin, c'est pas la bonne techno. Donc, au-delà de ça, la blockchain, évidemment, on y croit. Les cryptos, c'est comme dans chaque révolution. On a connu ça avec la ruée vers l'or, on a connu ça avec la tulipe, on a connu ça avec la pomme de terre. Depuis que le monde est monde, il y a des gens qui profitent de chaque révolution. Là, ce qui m'ennuie, c'est que le Bitcoin s'est connecté à un espoir de transformation du monde. Et donc, quelque part, cette espèce de revendication de décentralisation du système financier et de la mise à mal de la souveraineté des États, c'est une folie. Aujourd'hui, quand vous sortez avec votre voiture ou lorsque vous sortez sur un passage piéton, vous sortez dans la rue parce que vous avez confiance et parce que vous ne pensez pas que vous allez vous faire écraser à chaque fois que vous traversez au passage piéton. Il faut à un moment une gouvernance. Il faut quelque chose sur lequel on a une confiance partagée, décrite dans des textes. Alors vous connaissez ma position sur le droit français et le fait qu'il est pour moi 10 fois trop épais. Nos amis d'Akeos nous en diront peut-être 2 mots sur le sujet. Mais blague à part, la blockchain, c'est un attrape-nigo lorsqu'elle est utilisée sous forme monétaire. C'est un attrape-nigo. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de nigos. Donc on va pouvoir performer facilement sans trop travailler. Ça, c'est une super nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des jeunes qui se sont retrouvés il y a quelques mois avec 1, 2, 3 millions de dollars virtuels dans leur portefeuille crypto. Ils étaient millionnaires en fait. Ils auraient dû convertir à ce moment-là. Et cet excès de confiance dérégularisé n'a pas fonctionné. L'Europe a un rôle incroyable à jouer. Vous savez, l'Europe aime toujours se positionner en arbitre du monde. C'est un peu comme les Français. Nous, on dit toujours aux autres ce qu'ils doivent faire, mais on a du mal à s'appliquer à nous-mêmes. Or, l'arbitre ne gagne jamais le match. Celui qui gagne le match, c'est celui qui est dans l'équipe 1 ou dans l'équipe 2. Là où l'Europe a mieux à faire, c'est lorsqu'elle est arbitre plus dans une équipe. Les fans de Bernard Tapie comprendront à peu près ce que je veux dire. Le sujet, je vous dis ça parce que je suis associé au fils de Bernard Tapie dans De l'âge automobile. Le sujet, c'est comment on utilise cet euro numérique pour en faire un bénéfice. Évidemment que dans le Web 3.0, évidemment que dans le métaverse, évidemment qu'il faudra payer. Il faudra toujours payer. Alors soit on fait du trading et on paye en caisse de pommes de terre, soit on utilise cet euro numérique qui pour l'occasion est très écologique parce qu'il ne va pas coûter cher à émettre, et deuxièmement parce qu'il est organisé par une banque centrale. Et la Banque de France, vous en êtes le premier témoin parce que vous êtes notre banque centrale à nous. Mais cette Europe qui arrive pour une fois et pour la première fois de son histoire à emprunter pendant la phase Covid avec toutes les banques centrales alignées, c'est la première fois que l'Europe sert à quelque chose au sens politique. Nous avons réussi à lever une dette commune à taux négatif pendant le Covid-19. Ça n'a jamais existé. Alors, bon, il n'y a peut-être pas trop de médias qui nous écoutent, donc je vais pouvoir le dire. Le problème, c'est qu'on vous met en avant que les mauvaises nouvelles sans arrêt. Et ça, c'est vraiment pénible. Il y a énormément de bonnes nouvelles dans cette période dans laquelle, je rappelle, il faut renouveler le capital. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout était détruit. Donc le capital, il était rénové by design puisqu'il fallait reconstruire. Aujourd'hui, il faut considérer que tout est détruit. Tout n'est pas détruit, tout est legacy. Tout est ancien, usé, tout est on n'en veut plus. Je veux plus de mon Renault Scénic diesel avec la fumée noire quand il a 100 000 km. J'en veux plus parce que si je fais ça, je suis un super pollueur. Et donc on doit renouveler notre capital. Et pour ce faire, il va falloir un pilotage hyper précis, à la fois qu'un secteur d'inflation, avec des taux qui sont élevés, avec des salariés qui veulent plus d'argent à la fin du mois, et c'est légitime. Ça, c'est ce qu'il va falloir piloter de manière précise quand on est chef d'entreprise, et ça va être très compliqué. Et de l'autre côté, des opportunités de croissance incroyables, grâce au digital, vous en êtes les témoins dans la salle et à distance, mais aussi grâce à l'utilisation beaucoup plus précise de la matière. Lorsque je vous dis qu'on construit un bâtiment 30% moins cher que le marché, ce n'est pas parce que je me suis levé un matin et que je me suis dit que c'était trop cher. C'est parce que quand je vois tous les gaspillages qu'il y a, et vous le vivez tous à votre échelle particulière, quand le sac de ciment il traîne sous la pluie, c'est de la marge qui s'envole, sauf que le vendeur de sac de ciment, il est très heureux.
lorsqu'une ville a 15% de fuite d'eau sur son réseau. 15%. Mais ça veut dire que Veolia et compagnie, les sociétés des eaux, la SOR, ont déjà facturé 15% alors que vous n'avez même pas ouvert votre robinet. Youpi! Ça, c'est du business. Donc ça, c'est plus tolérable aujourd'hui. C'est plus tolérable parce qu'on a un monde complet. Et pour l'occasion, aussi bien les crypto-monnaies, j'y crois pas du tout parce qu'elles n'ont jamais été une monnaie reconnue, aussi bien l'utilisation de la blockchain pour la traçabilité et pour fliquer, ça, j'y crois beaucoup. Merci Kevin pour cette vision. On est tous d'accord sur la chaîne de blocs où la blockchain elle est utile, utilisée. La position de la Banque de France, Jean-Christophe, là-dessus, à la fois sur les cryptos, parce que les banques centrales ont une vision. Je crois qu'il y a des banques centrales qui ont créé le crypto d'ailleurs, hein, la BCE a dû le faire. Et votre vision sur la chaîne de blocs et comment vous l'utilisez à la Banque de France? Oui, alors je partage à 100% ce qui a été dit par Kevin. J'ajouterais simplement que, entre guillemets, vendons les cryptos pour ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des cryptos actifs et non pas des crypto-monnaies. Il n'y a qu'une seule monnaie, c'est l'euro. Et tout simplement, revenons aux fondamentaux. Repensons aux 3 fonctions presque magique, hein, qu'on a quelquefois oublié d'une monnaie, hein, qui est effectivement un intermédiaire d'échange, une réserve de valeur, et puis une unité de compte. Reposons-nous la question effectivement de ces cryptoactifs. Est-ce que demain, je vais pouvoir acheter ma tasse de café avec un Bitcoin, avec un stablecoin, ce qui est déjà etc. le cas, Jean-Christophe, aujourd'hui. On a des cartes en cryptoactifs. Hein. Tout à fait, oui, mais qui est-ce qui va les accepter? Non, mais blague à part, oui. moi, une fois, j'ai mangé avec un fan de la crypto-monnaie, je lui ai demandé de m'inviter avec sa carte. Je sais qu'au moins, de la crypto-monnaie, j'ai gagné un repas à midi une fois. J'ai un vrai actif, il est là. D'ailleurs, il doit y avoir un bout qui traîne par là. Voilà, oui, oui. Mais dis quand même crypto-actif, ça me fera plaisir plutôt que crypto-monnaie. Et deuxièmement, oui, la Banque centrale utilise à fond et développe et constitue des partenariats très étroits sur la technologie et notamment effectivement la blockchain, où nous avons des expériences réussies en France. La Banque de France est pionnière de ce point de vue-là sur la monnaie numérique de banque centrale de gros, avec un certain nombre d'établissements de crédit où on a effectivement échangé. Et donc, nous avons bon espoir de pouvoir, malgré les difficultés, hein, notamment aujourd'hui, on a une monnaie commerciale distribuée par les établissements de crédit. La seule monnaie de banque centrale, c'est les billets. Et donc, comment est-ce que demain, cette monnaie distribuée par les établissements de crédit pourra avoir le statut de monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire de manière inaliénable, c'est remboursable in fine par la banque centrale. Mais on y arrivera. Merci, on va bientôt conclure cette séquence. Je retiens de vos interventions que oui, la blockchain pour la sécurisation et le minage de nos données, oui. Le cryptoactif, on n'y est pas. On verra dans 3 ans si l'ICO s'est développé. Mais je note que sur notre région, il n'y a pas de levée en crypto, me semble-t-il. J'en ai pas vu une passer en 2021. Il y en a une sur la région, Kevin, assez peu. Très, très peu. Une dernière question, Kevin, histoire de prendre avec vous dans 3 ans pour savoir si vous aviez raison ou pas. Le métaverse, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ah voilà une super question. Je dois répondre en 2 minutes, c'est ça? Bon, je vais trouver. Voilà. Je vais trouver. Moi, quand je vois le métaverse, ça me fait penser à Kennedy. Et ça me fait penser à Kennedy qui disait à la fin de la décennie, on sera sur la Lune. Alors, est-ce qu'ils y sont allés vraiment ou pas? Moi, je ne fais pas partie des conspirationnistes. Je considère qu'ils y sont vraiment allés. Un bon télescope plus loin, ça vous le prouve. Le métaverse, c'est la suite du web. Le web 1.0, c'était le site web où vous faisiez F5 pour rafraîchir. Le web 2.0, c'est le dynamique, c'est le PHP, c'est tous les langages dynamiques qui sont arrivés. Le web 3.0, c'est un web en 3D. Et donc, quelque part, les premiers fondamentaux du métaverse sont assez intéressants. Il y a toujours les rigolos qui vous disent le métaverse, ça a été inventé en 1993, c'était déjà présent dans les traitements de texte. Je n'irai pas commenter le sujet, on était trop jeunes à l'époque. Le point, c'est quoi? C'est au-delà du Second Life et de tout ce qu'on lit, il va falloir qu'on construise un métaverse commun, basé sur la confiance. Et donc, on a déjà entendu ça il y a 5 minutes quand on parlait de la blockchain, et on a déjà entendu ça il y a 2 ou 3 ans quand on parlait du RGPD. Donc, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est de voir Facebook, Meta, qui est en train de recruter quasiment tous les talents
qui ont fait l'Internet des 15-20 dernières années, le CEO d'Akamai, le CEO de très très grandes sociétés de technologie d'Internet. Pourquoi? Parce que ce contenu, il va falloir le streamer en temps réel de partout. Et donc, si vous regardez ce qui se passe, on a eu le Web 1.0, on a eu le Web dynamique, on a eu le Web mobile responsive. Maintenant, on a plus ou moins un Web très dynamique, très vidéo. Après, on a un Web qui commence à être un Web d'interaction. C'est le Covid, c'est les visios, c'est la téléphonie, c'est ça. Et si je fais l'intégration de tout ça dans une seule brique, c'est le métaverse. Alors, moi, ce qui me fait très peur, c'est quoi? C'est que malheureusement, le monde est en train de se diviser en différentes tranches de population qui auront accès à différents moyens. Bon, ce que j'appelle la moyennisation de l'économie. Vous avez l'entrepreneur qui devient le châtelain avec ses salariés qui sont dans le château fort. Vous avez les gens qui ont des très très bas salaires, qui sont les paysans qui piochent et qui sont objets et soumis à la famine. Et vous avez les politiques qui sont devenus les religieux. Donc si vous pivotez, comme on dit dans les startups, le monde, vous regardez quand même qu'on a déjà connu ça il y a 500 ans et que ça ressemble quand même un peu beaucoup. C'est quoi la maladie? La maladie, c'est pas la peste. La maladie, c'est l'utilisation, la surutilisation du numérique. C'est la capacité d'avoir un casque qui vaut 300-400 € à acheter et un abonnement 5G qui vaut 9,90 € avec 150 gigas. Donc le sujet, c'est quoi? C'est comment je mets mon casque et comment je pars en vacances au Machu Picchu dans mon canapé. Donc ça, c'est la partie pas top du métaverse et j'espère pour l'occasion avoir 100% tort, même si mon petit os me dit que l'être humain adore les excès. Alors peut-être qu'il y a 2-3 fatigués dans la rue qui finiront dans le métaverse et qu'on préférera les avoir dans le métaverse que dans la rue. Il faut aussi dire ça. De l'autre côté, c'est qu'est-ce que ça ouvre? Ça ouvre pléthore d'usages dans le B2B. Ça ouvre des meetings comme ce matin qui peuvent être faits avec un niveau de réalisme proche de ce que j'ai dans mes yeux. La persistance rétinienne et la résolution rétinienne. Notre œil n'a pas une résolution très élevée. Dès qu'on fait un peu de 8K, un peu de 16K, on est à la résolution d'une rétine. Donc, dans pas très longtemps, ce qui me gêne, c'est que la technologie va nous faire confondre les deux univers. Par contre, est-ce qu'il faut y aller? Oui, parce qu'on ne peut pas être, comme d'habitude, réfractaire à une technologie qui, évidemment, va être dans la main des Chinois, des Américains et probablement des Russes aussi. Est-ce qu'on doit investir le métaverse? Je pense qu'il faut passer par les associations, par Medinsoft, par Telecom Valley. On a un lab métaverse qui est dans The Camp avec un track de formation sur le métaverse qu'on a appelé The Metaverse Foundation à The Camp qui sera disponible là sur juillet. Oui, il faut y aller. Rappelez-vous Kennedy, avant la fin de la décennie, on sera sur la Lune. Nous, avant la fin de la décennie, on sera dans le métaverse avec des entreprises qui font des milliards. J'écoutais... il n'y a pas très longtemps, le gouvernement nous expliquait qu'on avait des licornes. On en a 25 ou 26 des licornes. Bon, mais si vous regardez le détail de comment sont fundées ces licornes, elles sont tous sauf françaises en fait. Et puis elles valent potentiellement 1 milliard et plus. Moi, ce que je mettrai en avance aujourd'hui, ce n'est pas les licornes. C'est les vraies boîtes qui valent 1 milliard et plus. Voilà, on va parler avec Robertet tout à l'heure. On va parler avec des sociétés qui sont des champions régionaux sur leur secteur d'activité. C'est ces sociétés-là qui doivent prendre une quote-part de leur investissement, aller dans le métaverse, innover, accompagner l'écosystème. Et pour l'occasion, on a besoin des start-upers. Alors, est-ce que tout le monde sera entrepreneur et sera riche? Désolé, mais non. Et je crois que ce n'est même pas l'objectif, pour être sincère. Est-ce que des gens qui ont envie et qui ont des savoir-faire technologiques doivent rejoindre des grands groupes? Et je ne prêche pas pour ma paroisse, on n'est pas un grand groupe. Est-ce que des gens qui ont des compétences, des envies, une vision, doivent s'inscrire dans des projets qui sont des projets de moyen long terme? J'y crois. Et je dirais en conclusion du feedback pour mon intervention que je crois beaucoup à l'entreprise familiale. L'entreprise familiale, c'est une entreprise de long terme qui est capable de décisions rapides, qui est capable de s'adapter et de convaincre des talents de la rejoindre. Et c'est une entreprise qui est capable de changer un monde qui, aujourd'hui, ne va pas vraiment dans la bonne direction. Merci Kevin, merci Jean-Christophe. On peut vous applaudir. Merci pour vos interventions. Merci Kevin. C'était très intéressant, inspirant, comme on dit maintenant. Kevin a fait une transition fantastique puisque nous allons accueillir tout de suite Audrey Mégier, directrice de la